Merci Aline, merci à tous d'être là, malgré le beau soleil donc parisien. Bon, au-delà de la plaisanterie, vive la magie de Zoom, effectivement, une belle année 2022. Vive la magie de Zoom parce que comme ça, on peut, malgré les conditions sanitaires un peu difficiles, continuer à se rencontrer assez régulièrement. Et puis, je l'annonce tout de suite, a priori, la bonne nouvelle, c'est que le mois prochain, on aura justement l'occasion de se rencontrer à Dachalom, mais ça sera précisé par les différentes newsletters, etc., autour d'un auteur de bande dessinée qui viendra et que j'aurai la chance de venir présenter et interviewer dans les locaux d'Ada Shalom, qui s'appelle Jérémy Dress, dont je parlerai d'ailleurs tout à l'heure, et qui est un auteur vraiment très, très intéressant sur, en général, ses BD, et en particulier sur son rapport au judaïsme et qu'est-ce qu'il en dit et qu'est-ce qu'il en fait. Alors, voilà comment je vous propose que ça se passe. Je vais même si j'ai un très beau fond d'écran derrière, me substituer mon image à un certain nombre d'images de BD pour évidemment qu'on puisse comprendre de quoi on parle au fur et à mesure, pendant à peu près une demi-heure, que je commenterai évidemment au fur et à mesure. Et puis ensuite, je vous présenterai un certain nombre d'albums. Et puis évidemment, en dernière partie de notre rencontre, on échangera ensemble sur les questions que vous aurez à poser, les remarques que vous aurez à faire. Et évidemment, les 6503 livres que je n'ai pas cités et qui sont absolument indispensables et comment j'ai fait pour faire une conférence sans en parler. Juste peut-être avant de commencer vraiment en préambule, la bande dessinée, c'est évidemment pas un truc anecdotique. En termes juste d'édition, sachez qu'il sort environ un tout petit peu moins de 900 albums de bande dessinée par an en France, c'est-à-dire 3 par jour. Donc, c'est un des domaines de l'édition qui marche le mieux. C'est alors toutes BD confondues. Les BD franco-belges, les BD de super-héros, les BD américaines, les comics, qu'on appelle, et puis les mangas. Il n'empêche que c'est un marché très important et qu'évidemment, sur les 3 albums qui sortent par jour, un grand nombre, incroyablement, sont liés à des sujets qui nous intéressent, c'est-à-dire à l'identité juive au sens large. Moi qui suis en alerte là-dessus, qui les chronique régulièrement dans donc mon blog, mon audio-blog sur Arte Radio et sur les différentes radios juives de France, je vous donnerai l'adresse tout à l'heure, j'en reçois globalement 2 par semaine, 1 à 2 par semaine. Donc, c'est pas un phénomène anecdotique et quand on décide de faire une rencontre autour de l'identité juive à la bande dessinée, c'est qu'il y a vraiment un sujet. Ça, c'est la situation actuelle, mais évidemment, c'est un sujet qui date depuis longtemps. Et puis, pour commencer, j'ai envie de partager avec vous alors, mon écran, voilà. Je voudrais commencer par une sorte d'anecdote. J'exagère sur anecdote, en tout cas un clin d'œil. On va commencer comme ça. Ce qui définit une bande dessinée, c'est les bulles. Ce n'est pas les cases, ce n'est pas le récit, c'est qu'en fait, il y a des personnages qui parlent dans des bulles. Et les bulles, quand on regarde dans le dictionnaire, il y a 2 définitions. Ça s'appelle des bulles, des ballons, mais ça s'appelle surtout, regardez en rouge, des phylactères. Donc, la définition du phylactère, c'est les bulles de bande dessinée. Et ça, ce n'est pas un truc récent, parce que des phylactères, des ballons, des bulles, voilà, on voit là quelques exemples sous différentes formes, qui veut dire la pensée, qui veut dire la parole, qui veut dire l'exclamation. C'est des conventions. Ça existe depuis le Moyen-Âge, en fait. Hein. On en trouve dans plusieurs tableaux, dans plusieurs tapisseries. Vous voyez, la parole du personnage sort dans un ruban dans lequel on a marqué des paroles. Et quand on regarde bien, je reviens sur la définition du dictionnaire, les phylactères, c'est une 2e définition en français, c'est le nom français des tefilines, des petites boîtes noires qu'on met sur le bras et au milieu du front pour les hommes. Et je trouve que cette manière de démarrer, c'est plutôt rigolo entre ces 2 mondes, le monde juif et la bande dessinée. Alors, si on démarre notre conférence, j'ai pensé la couper en plusieurs sujets. Alors, c'est reparti là.
Voilà, pardon. Donc, je laisse défiler. Voilà, vous connaissez ça par cœur. Notre ami Chagall a peint ça. Plusieurs sujets que je coupe voilà, pour essayer d'y voir un petit peu clair. Israël dans la bande dessinée. Alors, quand on parle d'Israël dans la bande dessinée, je ne parle pas obligatoirement, pour commencer, de la bande dessinée israélienne, mais d'Israël tout court. Ce qui intéresse les scénaristes de BD, dans un premier temps, c'est tout ce qui touche au Mossad, c'est tout ce qui touche aux services secrets, etc. Donc, il y a pas mal d'albums que vous voyez défiler là, qui sont des albums, j'allais dire, relativement récents, qui parlent de ça. Et puis, pendant longtemps, ce qui a fasciné aussi les scénaristes et dessinateurs de BD, c'est l'armée. Et pour les plus anciens d'entre nous, vous vous souvenez peut-être d'une série qui s'appelait Tanguy et la verdure. Il y a eu d'ailleurs une adaptation télévisée, et dont un épisode, donc c'est un pilote et son copilote plutôt marrant, et dans un épisode, un album qui s'appelait Mirage en Orient, eh bien, Tanguy et la verdure vont en Israël et découvrent donc l'armée israélienne, et pour notamment vendre des mirages voilà, à Israël. Et donc, il découvre tout ça. Tanguy, que vous voyez au premier rang, est absolument stupéfait de la beauté des Israéliennes. Voilà, et puis voilà, c'est toute une aventure là-dessus. Il y a d'autres choses encore. Hein. Il y a Mézek, qui est vraiment un album très réussi sur le début de l'aviation en Israël et comment, avant même que qu'Israël existe, ils avaient acheté quelques appareils pour pouvoir faire la guerre d'indépendance. Et puis évidemment, il y a le conflit. Ça, c'est le conflit qui est traité là dans l'attentat qui est l'histoire d'un chirurgien qui entend parler d'un attentat, qui s'occupe donc du coup des blessés, etc., et qui apprend par la suite, d'ailleurs ça a donné l'objet aussi d'un film, qui apprend qu'en fait c'est sa propre femme qui a fait cet attentat-là. Il y a beaucoup d'albums Comment comprendre Israël. Là, c'est Chronique de Jérusalem, un dessinateur extrêmement doué, Guy Delisle, a suivi sa femme qui intervenait dans une ONG en Israël pendant quelques temps. Et du coup, il a fait des espèces de planches au quotidien de la vie israélienne. Et ça donne un bel album. Et puis chez les Israéliens, il y a celui qui a, disons, fondé la bande dessinée en Israël, il s'appelle Michel Kishka. Alors, Israël n'avait pas de tradition de BD, c'est plutôt une tradition anglo-saxonne qui est plutôt liée au dessin de presse et des choses comme ça. La bande dessinée franco-belge, jusqu'à maintenant, avait assez peu de succès, enfin jusqu'à il y a 20-25 ans. Et puis Michel Kishka, qui est un Belge d'origine, qui a fait son alia, est devenu un dessinateur très connu parce qu'il faisait des dessins de presse, il était toujours des grands posters, etc., etc. Et il a monté à Betzalel, qui est une des écoles en Israël. Il a monté tout un cours et il a maintenant des élèves extrêmement doués. Voilà, par exemple, les Sélictars, un frère et une sœur. Et ça nous donne des albums sur la vie israélienne absolument passionnants. Roudou Motan est une des plus douées de sa génération. Cet album-là, par exemple, a eu un grand prix, a eu un prix à Angoulême, pas un grand prix, mais un prix à Angoulême. Tunnel est son dernier album qui est sorti il y a quelques temps. C'est souvent, comme dans le cinéma israélien, des petites choses très intimes et des choses très liées à la vie de tous les jours. Dans cet album-là, vous voyez que le co-auteur est Edgar Keret, l'écrivain israélien et réalisateur, puisqu'il a réalisé Les Méduses avec sa femme, et Asaf Hanouka, qui lui aussi est un dessinateur assez génial. Et puis Israël a son super-héros, Super Falafel. Il est un peu grassouillé, son pouvoir est de lancer des boules de falafel et du coup se débarrasser de ces. Vous remarquez que voilà,
Il mange un peu trop, mais bon, c'est comme ça. Il est redoutable, évidemment, c'est une parodie. Mais il y a eu plusieurs essais. Shalom Man, bon, ce n'était pas la meilleure BD du monde, mais… Et puis, encore une fois, il y a des choses autour de… une espèce de réflexion sur le conflit, sur les guerres, etc., mais toujours au quotidien. Voilà encore Asaf Ranouka qui a sorti 4 albums absolument extraordinaires. C'est quoi être un père en Israël et comment essayer d'expliquer des choses sur ses propres valeurs, mais en même temps dans un pays qui parfois peut être très violent. Changement de sujet, l'histoire. Alors, l'histoire, comment les Juifs et Israël apparaissent dans la bande dessinée. Pour ouvrir, je vous propose de comparer 2 planches, une à droite, une à gauche, d'un album de Tintin que vous connaissez peut-être et qui s'appelle L'île Noire. Alors, Tintin au pays de l'or noir, excusez-moi. Tintin au pays de l'or noir, ça se passe dans un pays, au Proche-Orient, et vous savez peut-être que Hergé, le dessinateur de Tintin, a redessiné, en tout cas pour les premiers albums, 2-3 fois. D'abord, dans un premier temps, il les a repassés en couleur, et puis il les a redessinés parce qu'au fur et à mesure, il dessinait de mieux en mieux. Mais il a surtout, dans ses albums, gommé au fur et à mesure toute référence géographique et toute référence historique, pour que les albums soient le plus intemporels possible, le plus international possible et puissent durer le plus longtemps possible. En voilà un exemple. Dans Tintin au pays de l'or noir, vous voyez que sur la droite de votre écran, vous avez la version initiale où Tintin débarque, en fait, pas dans un pays arabe imaginaire, mais en Palestine. Il est d'ailleurs accueilli par des soldats anglais à la suite du truc. Il est arrêté, en fait, par des soldats anglais, puisqu'on l'accuse d'avoir transporté de la drogue. Et vous voyez au milieu de la page qu'il est repéré par un observateur qui, en fait, croit que c'est le chef de l'Irgun, parce que Tintin est le sosie dans cet album, le sosie du chef de l'Irgun. Et donc, bon, c'est écrit dans un hébreu approximatif, c'est des lettres. Et voilà. Et donc, voilà une manière de rappeler, par exemple, Israël dans cet album primitif de Tintin. Il y a d'autres, Johann Sfar, qui a à son actif plus de 150 albums, a participé à une série d'albums très intéressants. Ça s'appelle Les Olives Noires. Il y en a plusieurs. Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Le texte qui devrait vous parler. Où tu ne mangeras pas le chevreau dans le lait de sa mère, ou comme ça, ils ont toujours des titres absolument vacadavants. Et ça se passe du temps du temple, c'est des histoires d'enquête, de meurtre, enfin, etc., etc. C'est aussi un sujet qui a inspiré Shimon de Samarie, tu ne tueras pas, point. Collection Dédale. Là aussi, des enquêtes qui se passent du temps du temple. La Shoah dans la bande dessinée. Alors ça, c'est un sujet immense à part entière. Je pourrais même faire toute une conférence là-dessus. Il sort énormément d'albums. Il est sorti et il sort encore énormément d'albums sur ce sujet, parce que c'est un sujet assez inépuisable. Je voulais commencer par ce très beau album de Will Edelsberg. La 27e lettre, il y a 26 lettres dans l'alphabet, puis la 27e qui apparaît au moment de la montée du nazisme, c'est-à-dire la croix gammée. Et ça raconte l'histoire d'un gamin, celui que vous voyez au premier rang, qui est élevé, en fait, abandonné, et qui est élevé dans un bordel par des prostituées, et qui voit au fur et à mesure de lui monter l'antisémitisme, voilà, tout ce qui se passe contre les juifs. Il va au cinéma et il assiste aux projections obligatoires du Juif éternel, par exemple, des films antisémites.
Cet album de Arnaud, Anton Six, c'est un des premiers albums à aborder la question de la résistance juive. Parce que pendant très longtemps, ça a été un sujet assez tabou. On pensait que les juifs partaient à l'abattoir. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on disait. Et puis, évidemment, il y a Maus, pardon, la BD, la double BD de Art Spiegelman. Donc, Art Spiegelman, c'est un dessinateur américain qui a fait toute sa vie, toute sa carrière sur la BD underground américaine. En gros, son sujet avec ses petits camarades, c'était sexe, drogue et rock'n'roll. Ça n'avait absolument rien à voir avec un sujet aussi profond et aussi personnel que la Shoah. Mais Art Spiegelman, son père a été déporté. Et il a décidé un jour, à un moment où sa maturité personnelle et son besoin d'exprimer ça est arrivé, de raconter l'histoire de son père. Donc Maus, c'est ça. Maus, c'est ça. Mais ce que fait Art Spiegelman et qui crée au fond quelque chose d'assez unique, c'est qu'il décide de décaler le propos parce qu'il est tellement insupportable. Donc c'est un récit sur plusieurs centaines de pages. Et donc les Juifs sont représentés dans cette BD comme des souris, les nazis comme des chats, et les autres nationalités sont des bulldogs, des chiens, etc. etc. C'est ce qu'on appelle en bande dessinée une BD animalière. Vous connaissez tous, c'est ce que fait Walt Disney, par exemple, depuis des années. Il existait déjà une BD animalière très connue, enfin en tout cas par les amateurs de BD, une BD de Calvo, qui est parue d'ailleurs pendant la guerre, et qui s'appelle La Bête est morte. Il y a un deuxième album qui s'appelle La Bête est terrassée, et qui racontait déjà ça, c'est-à-dire les loups pour Adolf Hitler, etc. etc. Et puis, Michel Kichka, dont je vous parlais tout à l'heure, est lui-même fils de déportés, de rescapés. Et Michel Kichka a produit il y a quelques années, pas longtemps, 5 ans peut-être, une bande dessinée incroyable qui est une espèce de pendant de Maus. C'est-à-dire, c'est deuxième génération. Maus raconte, c'est le récit du père d'Art Spiegelman. Michel raconte qu'est-ce que c'est qu'être un fils de déporté. C'est quoi d'être un ado qui ne peut pas se plaindre qu'il n'aime pas la soupe, parce que, évidemment, la seule réponse que lui donne son père, c'est nous, à Auschwitz, on n'avait pas de soupe, etc. etc. Et c'est un album d'une immense profondeur, d'une incroyable sensibilité, qui est vraiment quelque chose de génial, franchement, où en même temps, il raconte à hauteur d'enfant et plus tard d'adulte l'histoire de son propre père et de lui par rapport à son père et de la difficulté voilà, à laquelle que ça représente. Et puis, bon, là, je vous passe quelques albums, mais il en sort énormément sur des enfants cachés, plus ou moins d'ailleurs durs. Cette BD de Croci, par exemple, est très violente. Elle peut être au contraire plutôt avec des dessins ronds et faciles. Opération Vent Printanier, c'était le nom de l'opération de la rafle du Veldiv. Il y a très peu d'archives là-dessus. Et puis, ça peut être plutôt par j'allais dire, le petit bout de la lorgnette. En tout cas, en s'attachant à des personnages. Par exemple, Victor Young Pérez était un très grand boxeur, champion de France, etc., etc., juif, et qui a été déporté à Auschwitz. Donc, on peut s'intéresser dans les BD à des personnages, des sportifs en l'occurrence. C'est pareil aussi pour celle-là. Et puis donc, Jérémy Dress, qu'on rencontrera ensemble si ça vous intéresse, et je l'espère, le mois prochain. Je n'ai plus la date en tête, mais tout à l'heure, Aline nous dira. Et Jérémy Dress est un dessinateur français d'aujourd'hui,
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait plutôt, lui, des carnets de voyage. Alors, il est juif, et il le racontera lui-même, mais bon, voilà, enfin, c'est une des parties de son identité, mais il n'y a pas que ça. Et alors, il décide dans un album qui s'appelle Nous n'irons pas à Auschwitz, Nous n'irons pas voir Auschwitz, pardon. Il décide de raconter un voyage qu'il a fait avec son cousin en Pologne. Et alors, ce qui est génial, c'est que voilà ce que ça raconte. C'est-à-dire, j'allais dire, c'est presque une troisième génération après Maus, après Michel Kichka, et lui, c'est un jeune homme, enfin, je ne sais pas, il a 35 ou 40 ans. Il raconte qu'il décide de partir en Pologne avec son cousin en vacances, enfin en voyage, quoi. Et son père et sa tante disent « Ah bon, vous partez, mais alors du coup, vous allez à Auschwitz ?» Ben non, on ne va pas voir Auschwitz, on va en Pologne, on va pas, voilà, on va voir les traces de la famille, de la grand-mère, etc. Mais on ne va pas obligatoirement sur la commémoration, on va voir sur des choses qui sont… Et l'album raconte l'incompréhension des familles, enfin, et en tout cas de son père et de sa tante sur ça. Donc, ça va être très intéressant de l'interviewer là-dessus. Il va nous raconter ça. Et puis, ce qu'il va raconter aussi, c'est son album suivant, parce que sa famille, d'un côté, est ashkénaze, donc d'origine polonaise, et donc il part à la recherche de la maison où il y avait la grand-mère, il rencontre la communauté juive d'aujourd'hui, parce qu'il y a une communauté juive en Pologne qui se développe, etc., etc. Et puis, l'autre partie de sa famille, du côté de sa mère, c'est au contraire à Alexandrie, c'est des juifs d'Égypte. Donc, il part dans un autre truc, dans un autre carnet de voyage autour de ça. C'est assez passionnant, les chemins de traverse qui racontent son identité juive. Il y a cet album qui est à l'écran là, Anne Frank au pays des mangas, et qui est une histoire assez incroyable. C'est une BD en même temps reportage d'ailleurs, parce qu'en fait, ça renvoie à un site internet où il y a un mini-documentaire et des photos, etc. etc. En gros, l'auteur euh, entend, et c'est un journaliste d'Arte, entend que Anne Frank, le personnage d'Anne Frank, est absolument déifié au Japon. Il y a des dizaines de livres, des photos, des romans. C'est un personnage très, 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 très connu. Et donc, il se dit, bah, c'est marrant quand même que les Japonais soient aussi fans d'Anne Frank que ça. Donc, il part faire un reportage. Et il commence à… Et donc, on le suit dans la BD, les gens qu'il rencontre, etc., etc. Et au fond, il se rend compte que c'est l'histoire d'un immense malentendu. Anne Frank est une espèce de personnage qui incarne le supplice, la douleur, comme la Vierge Marie, je sais pas, Jeanne d'Arc, je ne sais pas quoi, mais qu'au fond, ils connaissent rien à la Shoah. Ils n'ont aucune connaissance ni des Juifs, ni rien. Et l'album démontre la mécanique. Et moi, je trouve l'album vraiment passionnant, voire même, il interroge beaucoup la communauté juive sur la question de l'enseignement de la Shoah, de la place qu'on fait aux commémorations. Est-ce qu'on ne se trompe pas de sujet? Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas parler de la Shoah, loin de moi, mais peut-être qu'on n'aborde pas les choses de la bonne manière. Irena, là vous voyez le premier album, raconte l'histoire d'une juste des nations polonaise et qui a sauvé plusieurs milliers de juifs en Pologne pendant la guerre et qui a été reconnue assez tardivement, enfin, juste des nations et reconnue surtout dans son pays comme une femme absolument extraordinaire. Je vous montrerai l'album tout à l'heure parce qu'il vient de sortir le recueil justement des 5 albums. Ça sera présenté dans la version virtuelle d'Angoulême cette année, puisque vous savez peut-être que le festival n'aura pas lieu cette année en présentiel. Varsovie, Varsovie, autre BD sur le ghetto de Varsovie. Et puis donc, voilà, la Shoah et la bande dessinée, le catalogue trouvé par l'un de nos visiteurs aujourd'hui. C'est donc
le catalogue de l'exposition qui a eu lieu au Mémorial de la Shoah il y a quelques années, qui reprend avec des textes extrêmement intéressants, très érudits, sous la direction de Didier Passaume-Monique et Joël Cotec, avec des documents tout à fait inédits, les premières apparitions de la BD, de la Shoah dans la bande dessinée, etc. etc. Pour ceux qui s'intéressent au sujet, c'est vraiment une somme et quelque chose à avoir chez soi. Alors, autre sujet, on change de registre, la question de l'antisémitisme dans la bande dessinée. Et vous avez remarqué que j'ai mis un point d'interrogation parce que je trouve que c'est une question compliquée. Pas que l'antisémitisme n'existe pas, nous savons tous ici que ça existe. La question, c'est quoi l'antisémitisme? Quand on parle d'un art, le 9e art, la bande dessinée, d'un moyen de communication dont le ressort essentiel est justement le grossissement, justement la caricature, justement le fait d'appuyer, d'exagérer, etc., etc. Donc, je laisse juge chacun de décider, mais comment dire? Est-ce que, par exemple, d'avoir un gros nez, des personnages qui ont des gros nez, c'est une question d'antisémitisme? Moi, je ne crois pas. Parce que, puisque Gaston Lagaffe, par exemple, a un gros nez, et je ne crois pas que ce soit une question d'antisémitisme, Achille Talon non plus, on est d'accord. Bon, déjà, Rastapopoulos, un peu plus, il est méchant. On peut, non, je plaisante évidemment, mais alors évidemment qu'il y a de l'antisémitisme. Là, par exemple, vous avez une case de l'oreille cassée de Tintin, dessinée par Hergé, case qui a été d'ailleurs changée au fur et à mesure parce que Hergé est revenu sur ces questions de racisme, sur l'antisémitisme, dont il faisait preuve quand il était jeune. On pourrait en parler entièrement là-dessus. Hein. Il s'est amendé de ça, il a expliqué, il baignait dans une éducation catholique d'extrême droite, etc., etc. Et puis c'est ce qui se faisait à l'époque, en fait. Donc là, vous remarquez évidemment le personnage de l'antiquaire qui parle avec un accent yiddish coupé au couteau, qui a le maniérisme juif, les mains comme ça, le petit bonnet, etc. etc. Mais pas que. Hein. Dans l'album de L'Étoile mystérieuse, donc il y a une météorite qui tombe dans la mer. Il y a un bateau qui parle d'une expédition scientifique avec Tintin, Haddock, Milou et beaucoup de savants qui font la course pour arriver les premiers sur cette météorite. Et puis, il y en a une deuxième qui est concurrente et qui est là pour des questions juste financières. Et on a un personnage de banquier juif qui finance ça. Et qui s'appelait Finkelstein au début. Il a juste changé le nom en fait, en Bowinkle. Mais effectivement, là, on est dans des représentations tout à fait caricaturales. Et puis, il y a encore pire chez Hergé, qui, encore une fois, dans un premier temps, accusé, enfin à juste titre hein, d'ailleurs, de diffuser des choses. Donc voilà, vous avez ici Alors, regardez ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette case dans toujours l'Étoile mystérieuse. Ça, c'est probablement celle que vous connaissez de l'album de Tintin que vous connaissez, c'est-à-dire il y a une espèce de prophète qui vient dire que le monde va être détruit et que avant que la météorite ne tombe. Je vous propose de regarder le premier strip, c'est-à-dire celui d'en haut, et notamment les deux, la case 2 et la case 3, et la case 4. Donc, ce prophète hurle dans la rue que ça va être détruit, etc., etc. Mais cet album a été, comme tous les albums d'ailleurs, prépublié, ou strip par strip, ou page par page, dans les journaux belges de l'époque. Et regardez la case originale, qui n'a jamais été reprise en album, et heureusement,
Donc, on voit la même situation, hein, le prophète qui vient annoncer que ça va être détruit. Mais en deuxième plan, on voit deux juifs devant d'ailleurs une boutique qui s'appelle Lévi et une case qui a disparu, heureusement, et qui dit quoi, Isaac, le monde va être détruit. Et l'autre, il dit, ah bon, ben super, comme ça, je ne serai pas obligé de rembourser l'argent que j'ai emprunté. Ça, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement antisémite. Dans Les Pieds nickelés aussi, par exemple, il y a un album qui se passe dans le monde, dans le quartier de la Bourse, comme c'est annoncé dans le strip. Et au deuxième plan, évidemment, on voit des caricatures de juifs telles qu'on les représentait, compris dans les caricatures nazies. Là, ils doivent faire un coup pour aller voler une banque. Et c'est pareil, le banquier est vraiment dans la pire des représentations. Mais par exemple, dans un album, un vieil album de Spirou et Fantasio, avant qu'il soit dessiné par Franquin, c'est Spirou à Hollywood. Donc, il débarque à Hollywood, on lui propose d'être la jeune vedette d'un film. Et en fait, il est vite contacté par un autre, donc Isaac Goldsack, voilà, Goldsack, un autre réalisateur cinéaste qui vient lui proposer de jouer dans son film, qui lui propose, enfin voilà, qui est un salopard et un escroc. Et si ça ne suffisait pas, on lui a fait non seulement un gros nez, mais en plus on l'a mis en rouge, comme ça on est sûr qu'on voit bien de qui on parle. Je continue sur des représentations antisémites. Et même dans un album de Franquin, qui a beaucoup parlé de ça et regretté ça, comme vous le voyez, dans la case du bas, à un moment, Fantasio se refait faire un costume et c'est un tailleur juif, voilà, dans la pire des représentations, qui lui fait. Et il a vite redessiné ça plus tard, en le redessinant voilà, à la manière de Franquin. Mais pas que. Dans Spirou, il y a aussi, là, je ne sais pas si vous connaissez cet album, c'est très récent, là, par contre, il y a toute une série d'albums qui vient de sortir et que je vous montrerai tout à l'heure, et donc dessiné par Émile Bravo, L'espoir malgré tout, où Spirou découvre en fait la question, il est à Bruxelles et il est groom toujours dans un hôtel qui est investi par les nazis et par l'occupant allemand. Et dans le grenier de cet hôtel, il y a une petite juive qui se cache et dont il tombera d'ailleurs follement amoureux. Ça, c'est une série d'albums absolument géniale. D'ailleurs, à un moment, il lui fait un baiser et tout s'embrouille dans sa tête. Alors, je reviens sur ma question d'antisémitisme. Qu'est-ce qui est antisémite ou pas antisémite? Pour dire la vérité, parfois, je ne sais pas. Dans cet album de Soda, donc Soda, c'est un détective, donc avec tous les trucs du détective, la voix off, le blouson, il se fait casser la gueule, les bas-fonds, etc., etc. Sa propriétaire le harcèle pour récupérer les sous de son appartement qui ne paye pas. Ok, elle est un peu juive, mais je ne suis pas sûr qu'on soit dans de l'antisémitisme. On est vraiment là dans jouer avec les codes, etc. Bon, ça aussi, par exemple, BD qui nous vient du nord de l'Europe et qui, moi, me fait hurler de rire. Ou dans cette BD de Farid Bouguelal, et qui est vachement intéressante, juif et arabe. Donc, il s'agit de deux hommes d'un âge certain et qui sont chacun sur leurs préjugés, etc. Et leurs enfants, de l'un et de l'autre, sont amoureux l'un de l'autre. Donc, ça donne des choses assez intéressantes. Et puis, il y a des choses plus problématiques, effectivement. La patrouille des libellules chez Glénat, qui est censée retracer la question de la guerre, donc Churchill, de Gaulle, et puis donc une caricature juive. Et là, qui donne des cauchemars Hitler. Et là, Yann, le scénariste, lui se défend. Enfin, dit moi, je joue avec les codes. Jusqu'où on peut jouer avec les codes, je ne sais pas. Je pense que chacun appréciera.
Je ne veux voir qu'un seul nez. Bon, ce n'est pas parce qu'on est paranoïaque qu'on n'a pas d'ennemis. Donc, effectivement, on ne sait jamais. Là aussi, euh, BD paru dans le journal Pilote dans les années 80. Donc, un méchant, de look, de facile. Et si on n'avait pas compris, évidemment, c'est pas des étoiles normales qui sortent de sa tête quand on le colle, mais des étoiles de David. Astérix et Obélix, c'est basé sur des caricatures. Enfin, c'est basé sur des caricatures et c'est basé sur des stéréotypes et c'est basé sur des a priori. Les Corses, les Suisses, vous les avez tous lus. C'est le truc de Goscinny, Uderzo. Et Goscinny, qui était juif, a jamais vraiment voulu faire quelque chose sur les Juifs, sur Israël. C'était probablement un sujet très compliqué pour lui. Il a eu une partie de sa famille qui est partie dans la Shoah. Et quand il est mort, Uderzo a continué. Le premier album qu'il fait après la mort de René Goscinny, c'est l'Odyssée d'Astérix qui se passe donc en Palestine, dans des Gaulois et des Romains. Je profite pour vous en montrer la couverture en hébreu. Et alors, évidemment, c'est plein de clins d'œil, comme c'est faire Astérix, les albums d'Astérix. Donc, c'est pas bientôt fini, c'est Lamentation. À un moment, il veut manger Obélix veut manger des sangliers. On dit, ah bah non, vous ne pouvez pas manger des sangliers, c'est comme le porc. Nous, on mange cachère. Obélix, qui est d'une finesse, comme toujours, dit pas cher, c'est un peu. Voilà, vous êtes un peu près de vos tests. Bon, voilà. Et puis après, il y a des BD ouvertement antisémites, clairement antisémites. Une BD qui nous vient des États-Unis, pseudo super-héros, donc qui va sauver les femmes blanches et les enfants blonds, des rabbins. Voilà. Donc là, on est dans de la BD carrément de propagande. Et ouvertement antisémite. Un album compliqué, mais Hitler égale SS, pareil, qui était soi-disant, qui a été interdit d'ailleurs par de sortie. Je vous montre quelques exemples comme ça de BD vraiment antisémites, et puis Dieudonné aussi, qui fait de la propagande. Donc oui, il y a des BD antisémites. Alors, qu'est-ce qui inspire les auteurs? Il y a des auteurs qui ont fait beaucoup de BD dans leur vie et qui étaient juifs ou pas, mais là, on va avoir quelques auteurs juifs. On parlait tout à l'heure de Goscinny. Et ils n'ont jamais fait des BD explicitement juifs, comme je viens d'en montrer, mais ça transpire dans leurs œuvres. Bon, d'abord, on a quelques exemples au début de la bande dessinée de vieilles, pardon pour la mauvaise qualité, de vieilles BD en yiddish, qui paraissaient dans les journaux yiddish de chaque semaine. Et puis, Hugo Pratt. Alors, Hugo Pratt, il n'était pas juif, enfin, il avait très multiples ascendants de toutes sortes, dont lui revendiquait une ascendance juive. Et son personnage, qui est son double Corto Maltese, est très inspiré, entre autres, de mystique juive. Dans un album qui s'appelle La Genèse de Corto Maltese, on voit comment il est, là, par exemple, un tableau de Kabbale, enfin, de mystique juive, comment dans son enfance, on lui enseigne la Torah, le Talmud.
Et là, dans un album de Milo Manara qui rend hommage à Hugo Pratt, on est dans vraiment la mise en abîme, et qui raconte comment Milo Manara et Hugo Pratt, non, pardon, comment Hugo Pratt et Corto Maltese se retrouvent dans la Venise juive et comment ils assistent à des choses voilà, mystiques. C'est ça l'univers très fort d'Hugo Pratt. Et puis évidemment, probablement que un des, pour pas dire l'auteur français de bande dessinée le plus juif, enfin voilà, avec René Goscinny, c'est Marcel Gottlieb, qui a passé sa vie enfin, bon, qui a transformé complètement la bande dessinée. On peut en parler à part entière, faire une conférence juste là-dessus, et qui en a jamais parlé ouvertement dans sa BD, mais en même temps, ça transpire. Alors, ici, vous avez la couverture de la rubrique Abrac, tome 2, évidemment avec Moïse et l'étape de la loi. Vous avez ici sa complicité avec celui qui lui servait de père spirituel, c'est Goscinny, et il partageait non seulement cette judéité, mais ce destin, parce que lui-même était un fils d'enfant caché, enfin il a été lui-même enfant caché. Et là, par exemple, dans cette Gottlieb qui rend hommage à Goscinny, que vous voyez comme deuxième personnage en partant de la gauche, avec le talit, et qu'est-ce que c'est qu'être français, vive la Gaule. Toujours dans la rubrique Abrac, à un moment, il y a un danseur no qui n'arrête pas d'être interrompu par toutes sortes de danses, et évidemment un danseur facile, avec un texte d'ailleurs juste comme ça, de lettres mises bout à bout les unes après les autres. Et puis dans cette histoire, le club des dieux, il y a Zeus qui invite ses petits copains, Jéhovah, le Christ, Mahomet, Bouddha et compagnie, et Thor. Et, donc Gaston Jéhovah arrive en disant Shalom, et Jésus-Christ dit Shalom aussi. Au moment, il raconte donc, ça a l'air comme ça très solennel et très sérieux. Mais quand ils ferment la porte, alors ils sont morts de rire et ils n'arrêtent pas de se raconter des blagues. Et le dieu des Juifs raconte des blagues avec un accent yiddish pas possible. Bon, là, dans Super Dupont, il remonte la Tour Eiffel, dont on parlait tout à l'heure. Mais en fait, quand on regarde de près, la Tour Eiffel est faite avec des magasins de David. Et puis, il y a cette histoire de qu'est-ce que c'est que l'humour juif. Alors, le personnage que vous voyez de dos, c'est l'élève Chaperon, qui est un personnage redondant de la rubrique Abrac et du monde de Gottlieb, et qui raconte que quand il était dans sa cour d'école, donc on parle évidemment de la période de la guerre, il faisait des blagues à ses camarades, et donc c'est une des blagues, c'est, vous savez, la fleur qu'on met à la boutonnière, et quand on s'approche, ça jette de l'eau. Et donc, il décline cette blague-là, avec le fait qu'en fait, ce n'est pas une fleur qui met à la boutonnière, mais c'est son étoile jaune. Et puis, il y a une autre fois où il raconte quelque chose qui était personnel, en fait. Ça, c'est Gottlieb qui se raconte lui. C'est en fait, il raconte l'histoire d'un petit garçon qu'on a éloigné de la ville parce que l'orage grondait. Évidemment, il raconte sa propre histoire où il a été mis dans une famille d'accueil à la campagne pendant la guerre parce que la guerre arrivait et que, évidemment, ses parents l'ont planqué pour éviter qu'il soit arrêté. Et donc, il arrive chez des paysans, mais avec lesquels il n'a aucun échange, ça se passe très mal. Et donc, la seule chose qui se passe bien, c'est qu'en fait, il chante, il parle et il échange affectivement avec une chèvre. Et, il raconte toutes c'est en 2 pages, il raconte cette immense solitude. Et il termine en fait l'album disant qu'il espère que plus jamais l'orage grondera et que sa propre fille ne connaîtra jamais ça. Puis il a beaucoup parlé de ça dans un livre bibliographique qui s'appelle J'existe, je me suis rencontré.
et aussi dans la très belle, le catalogue donc, de l'exposition du Musée d'art et d'histoire du judaïsme, euh, qui, euh, qui a été édité suite à l'expo et qui raconte beaucoup de choses autour de sa judéité et de son l'album de Lucky Luke, de HD et de Jules. Vous l'avez peut-être lu, il est très sympa. Plein de références. Lucky Luke, vous êtes juif? Là où il rencontre Lévis, Strauss pour faire des jeans. Et puis, si on va aux États-Unis, il y a un immense dessinateur qui a dessiné toute sa vie des super-héros, et notamment un qui s'appelle le Spirit. Ce dessinateur s'appelle Will Eisner. Et Will Eisner avait rien à voir, j'allais dire, avec la choucroute, à part qu'il était juif, mais dans son œuvre, rien ne laissait transparaître sa judéité. Et puis, arrivé à un âge certain, Will Eisner a fait deux choses. La première, c'est qu'il a inventé ce qu'on appelle le roman graphique. C'est-à-dire qu'il a explosé les cases, il est sorti du récit classique, il est sorti du format classique de la bande dessinée, et il invente ce qui est aujourd'hui devenu quelque chose d'assez courant, c'est-à-dire des récits plus longs, des récits plus intimes, des récits, et puis surtout graphiquement, qui sont moins conventionnels. L'autre chose qu'il fait, c'est qu'il raconte son enfance à Brooklyn, dans le milieu juif, et notamment donc un album fondateur et du roman graphique et de toute cette série qu'il a fait ensuite sur les Juifs de New York, et qui s'appelle Un pacte avec Dieu en français, et qui existe et qu'il a fait éditer en yiddish avec des lettres translittérées yiddish. Il a fait ensuite des choses autour du protocole des sages de Sion, Pagan le Juif. Enfin, vraiment, c'est un auteur absolument essentiel. Voilà, quelques albums par ailleurs d'autres auteurs américains. Je vous laisse défiler. Et puis, les super-héros. Là aussi, ça mérite une conférence à part entière, mais en deux mots quand même. Tous les super-héros de la première génération, tous ont été créés par des juifs. Au même titre qu'un jour, j'avais raconté ici que tous les grands studios d'Hollywood des années 30 ont été créés par des juifs. Et ce n'est pas parce que les juifs étaient plus intelligents ou je ne sais quoi. C'est au contraire parce que, enfin, c'est parce que c'était au fond pas un métier dans les années 1930 de faire de la bande dessinée. Et comme les juifs n'avaient pas accès aux grands arts que sont, je sais pas, l'opéra ou de la littérature, ou pas beaucoup en tout cas dans ces années-là, des nouveaux émigrants, tous ont créé faisaient de la BD. Et ils ont créé toute une série de super-héros. Je ne peux pas rentrer dans les détails là parce que ça, encore une fois, ça mérite un très bon développement, mais en gros, qui magnifiait le pays qui les accueillait et qui les faisait rêver d'un monde au fond d'une terre promise. Pas Israël, mais justement les États-Unis. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé exactement la même chose avec Hollywood. Et donc, que ce soit Superman, Batman, Spider-Man, que ce soit les Quatre Fantastiques, etc., ont été créés par des juifs. Je ne dis pas que Superman ou les autres super-héros sont juifs. Il y a des super-héros explicitement juifs, d'autres non. Superman n'est pas juif, par exemple. Mais il y a quelque chose de l'identité juive des auteurs qui transpire évidemment et immanquablement dans les mythes fondateurs de ces super-héros. Par exemple, Superman, bon, vous le savez peut-être, mais Superman n'est pas un être humain. Superman est un extraterrestre. Le monde de Superman allait être détruit. Ses parents, avant qu'il ne soit détruit, le mettent dans une capsule et le laissent
partir à la dérive dans l'espace, et il atterrira sur la Terre, pour qu'il soit sauvé. Et il est donc accueilli par une famille, de fermiers en l'occurrence, les Ken, et son identité personnelle est une identité cachée. Évidemment que, sans vouloir forcer le trait, on retrouve le mythe de Moïse dans cette histoire. Enfin, on peut d'ailleurs continuer à tirer les fils et trouver beaucoup d'autres choses encore. Mais dans cette histoire, voilà, Moïse, qui pour son peuple va être détruit, on le met dans un berceau, etc. etc. Bon, il y a énormément de choses autour de ça. Voilà, par exemple, en ce qui concerne Superman. Mais on pourra en trouver d'autres. Dans les premiers albums, Superman se bat contre les nazis, mais ça, c'était, j'allais dire, en tant qu'Américain. Et puis, il y a d'autres albums où il se balade dans le temps. Et là, par exemple, il se fait copain avec Salomon, Jérusalem, en l'occurrence. Pareil pour Captain America. La première apparition de Captain America, c'est quand il fout un gros coup de poing à Adolf Hitler. Daredevil, pareil. Premier album de racler à Hitler. Et puis après, il y a des choses un peu plus explicites. Par exemple, Hulk, le personnage qui se transforme sous la colère. Et on a toutes les racines du golem, un mythe fondamentalement juif. Et c'est pareil sur la chose, par exemple, un des personnages des 4 Fantastiques. Alors là, il est explicitement juif, il s'appelle Greenberg. Quand il se transforme, c'est un savant. Et par exemple, il y a plusieurs albums, mais dans un album, à un moment, il est de sa religion. Dans un autre truc, les 4 Fantastiques, vous savez, ils ont un petit badge dans lequel il y a un 4 et ils mettent des choses dedans. Et là, en l'occurrence, il met sa Magen David. Je ne sais pas ce qui se passe, continuez. Bon. Alors, les X-Men aussi, c'est un cas intéressant. Les X-Men, c'est l'histoire de mutants. Donc, il y a les êtres humains sur Terre et puis il y a les mutants. Les mutants, c'est des gens qui ont d'autres capacités. Et toute l'histoire des X-Men, c'est l'histoire de deux mutants, deux chefs mutants, le professeur Xavier et Magneto. Deux chefs mutants qui sont copains à l'origine, mais qui ont deux attitudes. Le premier, le professeur Xavier, dit les mutants, ils doivent, les X-Men, donc, ils doivent apprendre à vivre avec les humains, ils doivent trouver une bonne entente, etc. etc. Magneto, qui est le grand méchant de la saga, dit non, non, ils cherchent à nous détruire, ils ont déjà essayé de nous détruire, et j'ai pas du tout envie donc c'est nous qui allons reprendre le pouvoir. Et là, évidemment, il y a non seulement un écho avec la question du peuple juif, mais c'est expliqué explicitement. Par exemple, vous voyez, Magneto, il a été dans les camps de concentration. C'est d'ailleurs dans les camps de concentration qu'il a développé sa mutation. Je ne sais pas si vous avez vu les adaptations au cinéma, mais le premier X-Men, la première scène du premier X-Men, les 10 premières minutes se passent dans un camp de concentration. Ah, pareil, là on a Xavier et Magneto qui se retrouvent. Alors là, c'est une ancienne, par exemple, une réunion d'anciens d'Auschwitz. Là, c'est le numéro sur le bras. Voilà. Et puis après, plus tardivement, il y a d'autres super-héroïnes ou super-héros explicitement juifs. Là, on a Sabra. Yeshiva dans Manhattan. Et voilà, un petit résumé des tas de super-héros qui sont explicitement juifs.
Il y a un livre très marrant de Michael Chambon qui raconte tout ça, en fait, toute l'histoire de comment les super-héros ont été créés par les Juifs. Et puis, toujours dans la question de l'identité juive, aujourd'hui, maintenant, il est beaucoup plus évident. Mais pendant très longtemps, Olivier Rançon, qui est un dessinateur caricaturiste qui aujourd'hui encore travaille pour un journal aujourd'hui en France, je crois, et qui est très présent sur les réseaux sociaux, a longtemps dessiné des tas de BD. Il est super drôle et vraiment, il est très, très intéressant. Et pendant longtemps, il a fait représenter les Juifs en éléphant, c'est ça. Et en adaptant à toutes les situations. Je continue comme ça à passer rapidement. Un héros qui s'appelle Maccabi, ça se passe dans le Bronx. Et il y a des antisémites qui viennent embêter le quartier. Donc, il se bat. Pour défendre sa communauté. Le 36e juste, une BD qui se passe au Moyen-Âge. Il y a des pogroms et avec son masque et son grand nez, il intervient pour défendre son quartier. Le Juif de New York, une BD américaine absolument passionnante, aussi bien sur la forme que sur le fond. Le silence de Malka, une BD qui se passe du temps du baron Hirsch en Amérique du Sud, et, et notamment qui fait intervenir le mythe du golem. Mythe du golem qui est plutôt apprécié par les dessinateurs de BD et les scénaristes, évidemment, parce que c'est du pain béni pour des scénaristes. Le swing du golem, par exemple, cette BD qui parle du baseball dans les années 30 aux États-Unis, où il y avait des équipes de Noirs, des équipes d'Indiens, et là, il y avait des équipes de Juifs, et notamment un type méga costaud que tout le monde appelait le golem et qui faisait peur à tout le monde. Et puis Johann Spar, la judaïté n'aura échappé à personne, a fait un petit album là-dessus qui s'appelle Le petit monde du golem, qui est très mignon. J'espère que vous connaissez les aventures de Rabbi Harvey, la sagesse des proverbes juifs dans des albums. Donc, c'est l'histoire d'un rabbin au Far West, en fait, comme le film. Et il se trouve il est parachuté, on s'appelle shérif, et il doit résoudre du coup des tas de problèmes contre des bandits, pour le vol d'une vache, etc. Et ces réponses n'ont rien à voir avec des réponses de shérif habituelles, mais il ne fait que des réponses il cite les pires cavotes toute la journée, enfin des trucs, et c'est super bon en fait. Je continue à passer comme ça quelques albums de Charine. Charine est un auteur, un juif américain, un peu à la Philippe Roth. Donc ça se passe dans New York. Fritz Bauer, une BD assez intéressante. Superman n'est pas juif, et moi un petit peu. L'échange entre un père et un fils autour de la judéité. Un album que j'adore qui s'appelle Le Pavé originel, qui raconte en parallèle d'un côté un jeune homme qui est complètement amoureux d'une fille et qui est complètement hanté par ses ancêtres juifs, ashkénazes, qui n'arrêtent pas de lui apparaître comme des fantômes. Euh, et en même temps, une espèce de montée de rage sociale
en mai 1968, je vais dire ça comme ça, et qu'en fait, au bout d'un moment, il en a tellement marre des fantômes qu'il prend un pavé et qui lance un pavé contre un fantôme. Mais en fait, évidemment, c'est un fantôme, donc ça passe à travers, et ça arrive sur le premier flic et ça déclenche une révolution, la révolution de mai 68. C'est assez drôle. Bon, je ne peux pas faire sans Woody Allen. Dora, c'est un très joli truc sur le camp une jolie BD sur le camp de Dora. Je vous ferai une liste, hein, évidemment, des BD dont j'ai parlé, parce que je sens que je vais créer de la frustration, bon, ce qui est plutôt rigolo. Mais... Voilà, le musée d'art et du judaïsme avait fait une très très belle expo, hein, qui s'appelait De Superman au chef du rabbin, et qui reprenait une partie de ces thématiques dont je viens de parler, et qui a aussi un catalogue à trouver sûrement dans voilà, une braderie de bouquins et chez les bouquinistes. Et puis, Johann Sfar, dans Petit Vampire, déjà, il disait qu'il était juif. Et puis, Le chat du rabbin. Le chat du rabbin, c'est quand même un truc incroyable, quoi. Un album d'un type, Johann Sfar, bon, d'accord, dessinateur, d'accord, doué, vendu à 1 million d'exemplaires. 1 million d'exemplaires. Il n'y a pas 1 million de juifs en France, comme vous le savez. Même si vous et moi, on en a acheté 3 chacun et qu'on les a offerts à nos cousins et tout ce que vous voulez, ça ne fait pas le compte. Et donc, il y a quelque chose de l'engouement autour de cet album qui a raconté un judaïsme intelligent, un judaïsme intime, un judaïsme rebelle, un judaïsme qui va quand même interroger les textes, et qui surtout, pour la première fois, parlait des séfarades de manière non caricaturale, j'allais dire. Parce qu'il y avait déjà pas mal de choses sur les juifs ashkénazes, mais sur le judaïsme d'Afrique du Nord, il n'y avait pas grand-chose, et là, on rentre dans l'intimité. Et bon, alors, il y a des albums qui sont plus ou moins bien, c'est assez inégal. Le 11e vient de sortir, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais en tout cas, on peut lui reconnaître à John Swart d'aller interroger les textes. Et pour moi, dans le premier, il y a un truc absolument génial. Donc, hein, c'est un chat qui parle, qui est le chat d'un rabbin, et qui va interroger le rabbin. Et dans cette première scène assez fondatrice, le chat va dire, mais moi, je veux faire ma bar mitzvah, puisque si on calcule en année chat, etc., je suis en âge de passer le truc. Et le rabbin lui dit, mais non, on ne fait pas bar mitzvah. Et le dit, pourquoi on ne fait pas bar mitzvah? Trouve-moi un texte où on ne fait pas bar mitzvah chez les chats. Et au bout d'un moment, le rabbin craque et il dit, bon, ben, je vais aller interroger mon rabbin à moi, c'est-à-dire le rabbin du rabbin. Et l'autre, il dit, bah non, on ne peut pas, on peut machin, etc. Bon, et à la fin de la discussion, ils disent, si tu ne t'es pas, je peux tuer. Voilà. Globalement, c'est-à-dire on peut creuser le texte, mais il y a des limites et il ne faut pas aller trop loin. Et c'est vraiment un album d'une puissance identitaire que je trouve vraiment absolument incroyable. Voilà pour les extraits des BD que je voulais vous montrer. Comme ça, très rapidement, parce que je vois que j'ai pris un peu de temps, pris presque à la volée, parce que bon, j'en ai beaucoup, je vous le disais en début d'intervention, j'en reçois à peu près 1 à 2 par semaine, plus ou moins intéressantes, plus ou moins formidables, mais avec des sujets incroyables. Par exemple, dans cet album, voilà, ah oui, le fond d'écran, on ne joue plus le jeu là. Les déracinés, je vous le montrerai mieux tout à l'heure, tac, voilà, non, qui parle des Juifs des Caraïbes. Je ne sais pas si vous le savez, moi je l'ai découvert là-dessus. Il y a des Juifs qui sont partis s'installer aux Caraïbes, en République dominicaine, pour créer un kibbutz. Et aidés par l'agent juif, à un moment, ils ont testé le concept. Bon, finalement, ça n'a pas trop marché. Ici, là, ça ne marche pas bien. Voilà. Ça, c'est donc le dernier album de Spirou dont je vous parlais tout à l'heure. On a 4, 5 avec Vert de Gris, et qui est vraiment génial. Irena, voilà, qui est un gros album et qui parle de cette juste des nations en Pologne, dans le ghetto.
ça, c'est assez génial. Je vous parlais tout à l'heure des albums sur les sportifs. Et ça, c'est Gino Bartali. Gino Bartali, je ne sais pas vous, moi je ne connais rien en cyclisme. Ce type-là, il a gagné le Tour de France, le Tour d'Italie, ça a été une vedette, genre Eddy Merckx, etc., etc. Un catholique méga convaincu, copain de l'évêque du coin, etc., etc. Et en fait, il profitait de sa notoriété et du fait qu'il était, même sous l'occupation allemande, il pouvait s'entraîner et aller à droite et à gauche en vélo, puisque, bon, évidemment, ça paraissait évident qu'il continuait à faire de l'entraînement. Il cachait des documents sous la selle, dans le cadre de son vélo, etc. Et il a sauvé non seulement plein de juifs comme ça en faisant de la résistance, mais au bout d'un moment, ça ne suffisait pas. Il a accueilli chez lui dans son grenier, etc. Enfin, ça a donné des trucs incroyables. L'album de Jérémy Dress, sur Alexandrie, dont on parlera le mois prochain. Un autre encore de Jérémy Dress, dont on parlera également. Celui-là, il va sur les traces de la musique Rasta, comment ça s'appelle, du reggae. Et en fait, il va chercher les racines juives du reggae. Et puis deux dernières, allez. Vous ne trouvez pas qu'on dirait apostrophe comme ça c'est chouette, non? Attendez, je vais prendre mes lunettes, je vais faire comme ça et tout. Bon, celle-là, voilà. Sur Isaac Babel, une BD sur les derniers... Ah, pardon, attendez, je suis désolé. Voilà. Les derniers jours d'Isaac Babel, sorti il y a 2 mois. Hein. Magnifique. Sur comment il a été emprisonné, comment lui qui croyait à la Russie, au communisme, etc., il s'est fait complètement massacrer et broyer. Et puis alors, le dernier truc, bon, allez, 2 autres, je ne peux pas m'empêcher. Ça, je vais essayer de monter avec d'ailleurs. Alors ça s'appelle le D-Book, ça se passe dans les années 70 à New York. C'est un écrivain en mal d'inspiration qui est plein de fantômes dans la tête. Une espèce de Isaac Bashevis Singer, et il est bouffé par des souvenirs, et notamment de son shtetl natal, dans lequel il y avait eu des histoires de D-Book et de femmes possédées, de mariages qui ne s'étaient pas faits, etc., etc. C'est vachement bien. C'est paru le mois dernier. Et alors, une des BD les plus incroyables, voilà, comme ça, J'accuse. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, c'est un énorme coffret, ce truc. Et alors, ça s'ouvre comme ça ressemble à, du coup, avec un design un peu vieux et une sorte de faux clavier. Et je vous montre l'album. En fait, c'est une bande dessinée sur l'affaire Dreyfus. Mais l'affaire Dreyfus, comme jamais vous l'avez entendu. En tout cas, je suis prêt à parier, même si vous êtes spécialiste du truc. C'est un dessin un peu à l'ancienne, genre hachuré, comme si c'était du Gustave Doré. Et les pages, en fait, reprennent des pages de journaux de l'époque. Donc, on peut en même temps lire l'album et en même temps, ça renvoie à un site internet de la bibliothèque, en fait, la bibliothèque nationale, sur lesquelles on retrouve les vraies unes de journal. Et non seulement ça parle de l'affaire Dreyfus, mais ça parle en fait de comment ça serait si aujourd'hui il y avait l'affaire Dreyfus avec les réseaux sociaux et les médias permanents, des chaînes continues. Et donc, ça n'arrête pas de faire le va-et-vient, et c'est époustouflant d'intelligence, de renseignements, et surtout, enfin vraiment, c'est brillantissime. Ça s'appelle J'accuse. Voilà. Et c'est Jean Dittard qui a fait ça. C'est un travail monstrueux. Et je vous renvoie, si ça vous intéresse, à mon audioblog sur lequel j'ai interviewé à peu près les 3/4 des gens que je viens de vous présenter là. Et où je chronique chaque album un peu plus en détail. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler toute la nuit, mais en quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? C'est une autre question. Voilà.